Bonjour, je me présente, je suis Émilie Gramont-Bérubé, je suis directrice de la Galerie Trois Points et présidente du conseil d'administration de l'Association des galeries d'art contemporain, la GAC, qui est organisateur de la foire. Je suis en compagnie de deux galeristes, Jean-Claude Bergeron de la Galerie Jean-Claude Bergeron d'Ottawa et Réal Olivier Lantier de la Galerie Armure de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Donc, le thème de notre table ronde, c'est profession galeriste, évolution, enjeux et défis. Fait que c'est assez large, on peut couvrir beaucoup de choses dans ça. Peut-être commencer un peu sur... Jean-Claude, ta galerie existe depuis 25 ans maintenant? 25 ans, d'ailleurs. Je remercie Vie des Arts d'avoir fait un bel hommage avec la 4e de couverture du magazine Vie des Arts. Donc, 25 ans de passion et effectivement 25 ans de passion. Donc, j'ai ouvert ma galerie à une période où c'était très difficile, en 92, c'était un creux de vague, et une galerie qui s'est spécialisée dans les papiers parce que j'ai été graveur professionnel pendant 12 ans. Donc, mes premiers artistes, en fait, dès qu'ils ont su que j'ouvrais une galerie, les graveurs sont tous venus chez moi. Et je les ai gardés depuis ce temps. Et j'ai greffé à ça les tableaux pour les graveurs qui étaient aussi peintres. Parce qu'à l'époque, les 5 premières années, on ne montrait que du papier. Et je me rappelle que Kitty Bruno m'avait dit à un moment donné, « Écoute, Jean-Claude, je voudrais bien que les gens sachent que je fais de la peinture aussi. » Parce que la galerie est dans une maison victorienne historique. Ce qui fait qu'à l'étage, il y a encore des chambres. Et on mettait les tableaux de Kitty sur les lits. Et on exposait les gravures en bas. Et après 5 ans, ben là, on a descendu. Et puis, depuis ce temps-là, on fait gravure et peinture. Et je pourrais dire qu'à 90% des artistes que j'ai dans mon écurie sont des peintres-graveurs. C'est vraiment un marché de niche que tu as développé avec le temps, en fait. Oui, parce que c'était un marché que je connaissais bien en ayant fait des études en gravure et puis en ayant professé la gravure, donc toutes les techniques. Ce qui fait que les collectionneurs se sentent en sécurité quand je peux leur expliquer toutes les techniques, et j'ai les volumes et j'ai même mes outils encore que je peux leur montrer comment c'est fait. Donc, à ce moment-là, ils peuvent mieux apprécier et commencer leur collection. Bien, je pense que c'est quelque chose que les collectionneurs, en fait, que nos clients recherchent beaucoup, c'est cette expertise-là. Réal, vous avez développé la galerie a 20 ans, c'est ça? Oui, la galerie a eu 20 ans l'automne dernier. Donc, c'est tout. Je pensais que tu étais plus vieux que ça. Voyons, je suis beaucoup plus jeune que toi, Jean-Claude. T'es mûr. OK. Comment tu dirais que ton expertise, que votre expertise à la galerie s'est développée avec le temps, puis comment votre clientèle vous a suivi, puis a évolué aussi avec vous dans cette idée-là, au fond? Nous, au début, avant qu'on ouvre la galerie, moi et François, on travaillait au Belgo. On était comme technicien pour la galerie René Blouin. On travaillait chez Marcel Pelletier. On aidait la plupart des galeries, même 3 Points, pour le montage des expositions. Alors, on était plutôt à la pige pendant plusieurs années. Puis en 1996, on a décidé de partir à notre compte, d'ouvrir. Au départ, ça devait être un atelier d'encadrement. On ne devait pas nécessairement exposer, mais l'espace qu'on avait trouvé, finalement, était beaucoup trop grand pour des besoins pour un atelier d'encadrement. Alors, on a décidé à la fois de faire un espace exposition et un atelier d'encadrement. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. On a été 6 ans sur la rue Notre-Dame. Et je dois avouer qu'on très tôt, on a quand même eu un certain succès, mais c'est principalement au début, on faisait des expositions thématiques, des expositions de groupe qui regroupaient des artistes, plusieurs artistes de différentes galeries et à travers le Canada. C'est quelque chose que vous avez continué de faire dans le temps aussi. Exact. Encore maintenant. On en fait encore aujourd'hui, peut-être moins qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, vraiment, on les enlignait, une après l'autre. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris de Roger. Roger Bellemare a été un peu directeur des expositions pendant à peu près 6 mois à la galerie. Ça lui a redonné la piqûre et il a décidé de réouvrir une nouvelle galerie. C'est comme ça qu'on crée des galeristes, en fait. Là. C'est ça. C'est communicatif. Et puis, après 6 ans sur la rue Notre-Dame, on a déménagé. On a fait l'acquisition d'un ancien magasin de meubles sur la rue Saint-Hubert.
qu'on occupe aujourd'hui. C'est maintenant un immeuble de 3 étages, alors il y a plusieurs expositions qui ont lieu en cours. Et comme on a énormément de volume, on a une spécialité, je dirais, on présente de la peinture, de la photographie, mais beaucoup de sculptures. Étant donné le volume d'espace qu'on a, on présente beaucoup de sculptures. Fait que c'est une expertise que vous avez développée vraiment... Avec le temps. Je pense que... Ouais, vous êtes probablement la galerie qui montre le plus de sculptures à Montréal. Là. Je pense que oui. C'est assez rare, les galeries qui font sculpture. Moi, souvent, les sculpteurs viennent me voir. Il y en a qui sont graveurs aussi, mais je dis de la sculpture, je peux pas, on n'a pas l'espace. Ben non, c'est ça, ça prend énormément d'espace. Puis ça, c'est un luxe que vous avez qui est exceptionnel. Là, on s'entend, là, c'est vraiment un lieu phénoménal. Là. Ben merci. Alors, oui, c'est ça. Je pense qu'une galerie, ça évolue avec le temps, ça évolue avec le marché, ça évolue avec les affinités. Autant que la collection, le collectionneur, souvent, va faire... D'ailleurs, il va souvent s'acheter des gravures au début de sa collection. Il y a souvent beaucoup plus d'intérêt pour les œuvres sur papier. Puis après ça, ben, ça change, ça évolue. Ben, il y en a qui demeurent en gravure, mais il y en a qui vont aller vers la peinture. Après ça, souvent, quand ils n'ont plus de murs, ben, là, ils commencent à penser au plancher. Fait que là, ils vont dans la sculpture. La sculpture coûte plus cher aussi que la gravure. Hein? Comment vous diriez que votre clientèle, en fait, que les collectionneurs ont changé? Est-ce que les collectionneurs d'aujourd'hui sont différents des collectionneurs que vous côtoyez il y a 20 ans, par exemple? Pour moi, quand j'ai débuté, les collectionneurs étaient des petits collectionneurs de gravures locaux. Et dès le départ, en 92, on a décidé qu'annuellement, on aurait une exposition internationale de graveurs, justement pour faire connaître la gravure étrangère. Et depuis 7 ans, on a eu peut-être dans les 25 ans plus de 30 expositions avec artistes qui venaient de l'étranger. Donc, on a travaillé avec des Brésiliens, on a travaillé avec des Colombiens, avec des Français, des Finlandais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Puis la clientèle l'artiste venait, aussi? oui. Et puis à ce moment-là, ma clientèle du départ voyait ce qui se faisait ailleurs. Et on a attiré aussi beaucoup de plus gros collectionneurs qui, eux, voyageaient beaucoup. Puis ça dit, bien, il y a des choses intéressantes quand on présente une exposition de James Cognard et avec James Cognard présent. Donc, ça faisait toute une différence. On a eu Jacques Muron, qui a été prix de Rome, un buriniste. Vous savez que le prix de Rome, ça a été institué par Napoléon. Et le premier pensionné de la Villa Médicis à Rome était Jacques-Louis David, le peintre officiel de Napoléon. Donc, on parle de très loin. Et depuis ce temps, la France envoie des artistes pour 2 ans à la Villa Médicis à Rome. Et Muron en était un. Et je me rappelle quand on a fait venir Muron en gravure, et d'ailleurs, j'en ai 2 à mon kiosque, si vous venez me voir, c'est réellement spécial. L'ambassadeur de France me dit, écoutez, M. Bergeron, on ne fait pas venir un artiste comme ça pour une présentation. Donc, on a organisé une exposition itinérante jusqu'à Vancouver avec les œuvres de Muron. Et à Edmonton, où est le plus gros département de gravure actuellement, c'est là que se fait la gravure au Canada. Ils l'ont gardé 2 jours à faire des conférences et tout ça. Et puis, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, les collectionneurs avides et les gros collectionneurs de gravure se sont pointés. Et j'en ai gardé depuis 7 ans. Et depuis que j'ai pris ma retraite, c'est vrai que j'ai été enseignant, j'ai été directeur en 2000. Je vais régulièrement en Europe et à Paris surtout, et je travaille avec des galeries parisiennes. Et c'est pour ça que dans mon stand, on trouve des œuvres d'artistes d'Europe. D'ailleurs, ce que j'ai acheté en janvier, février, peut-être une quinzaine d'œuvres de ta pièce, même des Riopelle, des Miro, Delaunay, Asger Young, des gens du groupe Cobra et tout ça, pour mes clients. Et ces clients-là reviennent, ils ont de très belles collections. Donc, c'est de leur permettre d'avoir accès à travers la galerie à des œuvres internationales. Absolument. Qui ont Puis les jeunes collectionneurs. Oui, on a de très jeunes collectionneurs. Je ne sais pas si je donne un peu de temps. La galerie, je disais, était dans une maison victorienne historique. Donc, si vous entrez dans une maison, c'est comme dans une maison privée. On n'a pas un grand espace comme ici avec des grands murs. Donc, ce sont des pièces différentes. Il y a le salon double, il y a l'entrée et tout ça. Et puis, entre des jeunes, il y avait eu un épisode à Ottawa qu'une galerie s'était fait voler des sculptures sur la rue Sussex. Et le truc, c'était que les jeunes entraient et puis
s'occupait du patron, il posait des questions, pendant que les autres volaient, puis il y avait un camion derrière puis qui sortait tout. Donc, il avait fait voler plusieurs sculptures. Donc, quelques semaines après, il est entré 4 jeunes, à peu près de 15-16 ans, avec des casquettes puis des fonds de culotte un peu bas, là. Et puis, ils ont regardé. Je les avais à l'œil. Ils sont sortis. Puis, il y en a un qui est revenu. Puis, il dit, moi, j'avais une exposition de René de Rouen à ce moment-là. Il dit, est-ce combien cette gravure dans le coin? Bon, je vais dire 500 $. Bien, il dit, je regarde ce que j'ai comme argent, je vais revenir. Il est revenu. Le voleur a acheté? Non, c'était pas le voleur, c'était ces jeunes-là. Je ne veux pas dire que c'est eux qui avaient volé là-bas. Donc, il est revenu avec ses sous, il a acheté cette gravure-là, et puis aujourd'hui, c'est un de mes collectionneurs. Il est professionnel. Ah, fait que c'est pas un voleur. Ah non, c'était pas un voleur. Mais c'était la tactique que les voleurs utilisaient, donc de parler au patron, de se montrer intéressé pendant que les autres en arrière... Sauf que l'intérêt, il était réel, en fait. Oui, c'est ça, c'était pas des voleurs. Non, c'était des vrais. Comment tu dirais, toi, que ta clientèle a évolué avec le temps? Écoute, je pense justement quand on s'est déplacé vers Saint-Hubert, on a visé une clientèle plus large. Dès le départ, on avait comme objectif de ne pas être considéré comme une galerie locale, mais bien une galerie plus pan-canadienne. Très tôt dans notre programmation, on a invité des artistes canadiens et des artistes locaux, mais pas uniquement locaux. Alors, je pense que justement, c'est le défi de toutes les galeries. Je pense que c'est d'outrepasser l'espace régional pour aller chercher des clients à l'extérieur pour soutenir la galerie. Il faut un marché beaucoup plus large que le marché local. Et comme Jean-Claude, nous aussi, l'idée, c'est vraiment de s'étendre à l'international. En septembre dernier, on a ouvert un espace en Europe. Alors maintenant, on a aussi une galerie en Allemagne, à Leipzig. Et l'idée, c'est de faire rayonner aussi les artistes qu'on représente là-bas. Fait que c'est vraiment le défi, c'est vraiment de s'internationaliser, d'arriver à avoir une clientèle qui s'étale davantage. Est-ce que vous le sentez avec la galerie à Leipzig? Parce que c'est quand même un projet, un projet important, là, significatif. Est-ce que vous sentez cet impact-là sur la clientèle locale aussi, ce que ça peut faire ici au Canada d'avoir une galerie à l'étranger? Puis là-bas, comment c'est reçu les artistes québécois-canadiens, en fait? OK, ça, c'est comme 2 questions. Oui, c'est 2 questions. Ici, localement, je dois avouer que je pense que ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu. On est une des premières galeries canadiennes là, à avoir un pied-à-terre en Europe. Et puis, je pense que ça envoie un signal justement de l'orientation de la galerie, ce désir d'internationaliser, d'amener nos artistes sur la scène internationale. C'est très difficile de percer la scène internationale. Premièrement, c'est un immense marché qui est occupé par souvent ce qu'on appelle les blue chips de la planète. Alors, qui sont représentés par Gagosian, White Cube, des grosses galeries avec des moyens hallucinants, en tout cas par rapport à nous. Mais je pense qu'il y a une place, justement, quand même, pour la croissance, puis d'avoir cette opportunité-là. Je pense qu'il ne se passe pas il se passe pas une semaine ou une journée sans qu'il y ait un client qui nous approche puis il dit « Comment ça va en Allemagne? » Je pense que tout le monde le sait parce qu'il y a eu quand même une bonne couverture de presse. Les articles en ont parlé beaucoup. Alors, ça a généré beaucoup d'intérêt. Pour ce qui est d'en Allemagne, par rapport à la réception, on est très content de la réception. Leipzig, surprenamment, même si c'est pas une ville, c'est une ville beaucoup plus petite que Montréal. Je dirais que c'est 2 fois Québec. C'est à peu près 600 000, 700 000 habitants. Mais surprenamment, les Européens ne voient pas la distance comme nous, on peut l'avoir. Pour eux, se déplacer de Paris à Leipzig, il y a beaucoup de déplacements. Donc, on rencontre à Leipzig, on rencontre des gens de Russie, des gens de France, des gens d'Angleterre. C'est une ville qui est quand même très dynamique. Alors, la réception est très bonne. C'est sûr que ça équivaut quand même à recommencer à zéro. Tu arrives, tu es un nouveau joueur, personne ne te connaît, personne ne connaît tes artistes. Alors, c'est du développement, là. C'est comme de venir ouvrir...
on se sent un peu comme au tout début, là, où on doit faire nos preuves, on doit se construire un réseau. Alors, c'est un défi. C'est vraiment de repartir à zéro, mais en même temps sur les bases de toute l'expérience que vous avez acquise dans les 20 dernières années aussi, fait que vous n'êtes pas complètement dépourvu de... Non, exactement. C'est sûr que le fait qu'on soit déjà établi, on a déjà un site Internet qui fonctionne qui fonctionne très bien. On a des clients en Europe, on a des clients aux États-Unis. Alors, est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous avez l'impression que vos clients sont maintenant mieux informés sur les artistes que vous montrez, sur les œuvres en général, justement parce qu'il y a tellement d'informations accessibles partout sur les sites web, sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout, là. Est-ce que ils sont mieux informés ou ça l'est moins, en fait? Est-ce que ça nous nuit ou ça nous aide? Non, ça nous aide beaucoup. Nous, en tout cas, grâce à tous ces réseaux-là, on s'assure que les gens soient informés justement de la vitalité, puis nos artistes, on a une newsletter qui s'appelle Artists on the Move, nos artistes en action, où on liste les différentes expositions. Disons, Nadia Mir est présentement en Allemagne, justement, elle a un solo là. Elle est en train de préparer un 1% sur la montagne ici. Elle fait 3 œuvres d'art pour Ottawa. Alors, on envoie souvent une lettre où on tient les gens informés du dynamisme des productions puis des artistes avec qui on travaille. Puis avec Facebook, Twitter, Instagram. Une chance que j'ai des jeunes dans mon équipe là, pour s'occuper de ça. C'est pas moi. Je fais un peu internouille dans tout ça. Mais c'est vrai, moi, disons que dans les 25 années, on travaillait au début pour une clientèle locale ou nationale. On faisait venir des artistes de l'étranger et on pouvait à l'époque, avec Patrimoine canadien, aller faire des foires. Moi, j'ai fait mes premières foires de l'Estampe à Paris à partir de 2003. J'en ai fait jusqu'à 2009. On a fait des foires à Grenoble, à Strasbourg, à Lille, à Karlsruhe, en Allemagne, tout ça. Ça faisait connaître les artistes, nos artistes d'ici. Parce que c'est vrai, vous autres, vous avez vraiment formidable d'avoir un pied à terre en Allemagne, mais souvent, on fait des tournées de musiciens, de comédiens, de chanteurs, et les artistes en art visuel, on ne les voyait pas. Et c'est dans les foires qu'on faisait ce genre de choses. Et moi, j'avais développé avec Patrimoine canadien un plan d'exportation des arts visuels sur 5 ans en Europe. Et dans la même foulée, je participais à des foires et je faisais venir des artistes européens chez moi. Et j'avais donné comme argument, nous, tout le monde connaît Miro ici. On a entendu parler de Miro et Picasso. C'est parce qu'on l'a vu à répétition. J'aimerais bien qu'on puisse prendre des artistes canadiens, les amener là-bas puis les faire connaître, qu'on puisse se rappeler d'eux. Et effectivement, après 5 ans, moi, je présentais de la gravure, naturellement. Donc, je me rappelle, à la foire de l'Estampe à Paris, c'était la gravure ancienne, moderne et contemporaine. Et plutôt que d'avoir campé les galeries qui travaillaient avec Durer, Picasso, Goya dans un coin, on était intercalés. Donc, dans les stands, moi, je me rappelle une année, j'étais entre une galerie allemande qui vendait des gravures d'Albert Dürer et une galerie de Madrid qui vendait Goya. Donc, mes 2 voisins étaient dans le noir et blanc. Tandis que moi, j'avais Carl Wood, j'avais un paquet de gravures en couleur. Les gens adoraient ça, passer de l'un à l'autre. Et finalement, quand j'y retournais après, les gens me disaient « Ah bon, ah bien oui, on le connaît, lui, c'est Wood. » Et c'est comme ça, à répétition, qu'on va faire connaître nos artistes à l'étranger. Puis malheureusement, avec M. Harper, le programme a été coupé. Je me rappelle, en 2009, je venais de recevoir une lettre de Patrimoine qui me disait « Oui, vous avez la subvention pour aller à Karlsruhe. » Et une semaine après, je lis dans le journal que le programme était aboli. Donc, j'ai appelé à Patrimoine canadien. On m'a dit, bon, vous avez été approuvé, vous êtes correct, mais c'est terminé. Et là, ça commence à revenir maintenant avec le nouveau gouvernement. On pourra possiblement continuer ce genre de choses en Europe. Sinon, ça coûte une fortune là, quand le transport des œuvres, bon, tu sais ce que c'est. Hein? Très bien. Mais on parlait de la diffusion, l'Internet qui est venu après. Maintenant, moi, je fais peut-être chiffre d'affaires, au moins 20 % de mon chiffre d'affaires par Internet. C'est vrai que la gravure, il y a des multiples, et souvent, ce sont les artistes connus
Donc, j'ai des clients qui peuvent être à Séoul, comme ils peuvent être en Australie, qui sont partout, on expédie, puis ça s'expédie bien. C'est pas de la sculpture, là. Ouais. Donc, mais on a appris. On apprend à gérer chacun, justement, nos propres défis, mais on envoie de la sculpture à peu près partout à travers le monde, de la peinture. Bien, justement, dans cet apprentissage-là, on fonctionne par essai et erreur, tu sais. Est-ce qu'il y a des erreurs, comme ça serait quoi la plus grande erreur que vous avez faite? Moi, je fais jamais d'erreur. Ouais. Mais t'es pas obligé d'en J'efface. parler, là. On peut rester entre nous. Ben, je ne pense pas, parce que, premièrement, si tu as appris quelque chose, c'est déjà pas une erreur. Puis, nous, on est allé quand même de façon stratégique. Là, on a commencé à développer, on a commencé par faire les foires américaines, ce qui est quand même pas très loin. Donc, les déplacements étaient assez faciles. On a appris quand même à préparer justement nos envois. C'est sûr, les plus grosses erreurs, c'est une caisse mal faite qui fait que finalement, ça se rend mal, puis que la caisse est toute déboîtée, c'est brisé. Ou un mauvais choix de transporteur, mais ça, c'est toujours... on essaie de faire notre mieux, mais disons qu'on était quand même assez choyés, là. On s'est bien débrouillé. Moi aussi, j'ai jamais eu de problème avec mes envois, là. Ah oui, sauf une fois. Pour la foire de Strasbourg, la douane de Montréal a oublié d'étamper mon carnet temporaire. Donc, c'est arrivé à Charles de Gaulle. Moi, j'étais déjà rendu à Strasbourg, à l'hôtel. On reçoit un téléphone que la caisse était retenue à Roissy parce que, justement, il manquait ce saut. Là, il fallait faire des affidavits et tout le kit. Donc, on a ouvert la foire de Strasbourg avec rien sur les murs. Donc, j'avais un artiste à ce moment-là qui a décidé il est allé voir dans l'autre galerie, est-ce que vous avez un peu des crayons de couleur ou des bâtons à l'huile ou n'importe quoi. Et puis, en Europe, on tend, au lieu d'avoir des murs comme ça, souvent, on va tendre des tissus sur le mur, des tissus blancs. Donc, lui a commencé à dessiner sur les murs. Et puis là, les gens passaient et disaient « Ah, vous faites un art éphémère. » On disait « Non, on n'a pas nos œuvres. » Donc, ça s'est réglé durant la nuit. Les œuvres sont arrivées le lendemain après l'ouverture de la foire. Donc, on a accroché les œuvres sur ces dessins sur le mur. Puis là, on a vendu les œuvres. Puis là, souvent, les clients disaient « Écoute, moi, j'aimerais avoir le dessin sur le mur avec. » Fait qu'on prenait un X-Acto, puis on coupait le dessin sur le mur. On avait tout vendu. Et puis, nos murs, il ne restait plus rien. Parce qu'on vendait des petits morceaux comme ça à 10 €. Plus grand, on vendait un autre euro. Vous passez votre temps à découper les murs. Oui. Et puis là, les autres galeries me disent « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et puis c'était encore... je suis retourné à Strasbourg plusieurs fois, puis ils se rappelaient toujours « Ah oui, la galerie Bergeron, c'est elle qui vend tout. » Ah oui, puis ils découpent les murs en même temps, tu sais. Ça avait été heureux, finalement. Ben oui, exactement. Puis je pense que ça, c'est un des habiletés du métier. Il faut que tu sois capable de te tourner rapidement. Oui. Oui, parce des œuvres que pas de qui moyens, arrivent en t'es pas chez retard. toi. Alors, il faut que tu sois assez... tu prennes sur toi puis tu dis, il faut que je trouve une solution, je règle rapidement le problème, puis il n'y en a pas de problème. Il ne faut pas que tu paniques. Ouais. Effectivement. Mais disons, pour conclure, le rapport avec les artistes, c'est quelque chose qui est très important dans le travail qu'on fait. C'est un travail de proximité, c'est une relation de proximité puis d'échange qui est importante. Comment la façon dont vous choisissez vos artistes, dont vous travaillez avec les artistes a évolué avec le temps? Est-ce que ça a changé beaucoup? C'est quoi les défis de ça, je dirais? Moi, j'ai été artiste moi-même pendant une douzaine d'années. J'ai exposé en galerie, donc j'ai connu les deux côtés de l'affaire. Et puis, je respecte toujours mes artistes. Et mon habitude, c'est quand je vends une œuvre durant la journée, quand je ferme ma caisse le soir, je sors le dossier de l'artiste et je le mets à gauche sur mon bureau. Et le lendemain matin de chaque effet est adressé. J'ai toujours fait ça. Et vous pouvez poser des questions à mes artistes, ils vont me dire, je respecte les artistes. Parce que ça m'est arrivé souvent que les galeristes vendaient une œuvre, puis ils me disaient, je te paierai plus tard. Et 2-3 ans après, je vais à la galerie m'informer, on ne trouve plus les œuvres, on ne sait plus où elles sont. Et puis, donc c'est quelque chose que l'artiste qui a besoin de ses sous, il faut penser que moi, je respecte ça beaucoup.
Et j'ai toujours fait ça. Puis mon rapport avec les artistes, bon, je veux dire, ce sont des graveurs, j'ai toujours respecté. Je ne veux pas imposer à l'artiste quoi que ce soit, quoique j'ai été enseignant aussi, j'ai été professeur de gravure. S'il me demande, je vais suggérer des choses, mais je me dis, l'artiste est autonome, c'est son truc à lui, je l'accompagne dans tout ça, et les artistes que j'ai, je les aime, mais je suis prêt à les défendre devant les collectionneurs, je vais expliquer leur travail, soit au point de vue technique, comme au point de vue orientation, comme au point de vue évolution dans leur travail. Donc, je me dis, le galeriste, en fait, c'est un beau métier. C'est un genre d'entremetteur entre l'artiste et le public. Puis je me dis, quel beau métier de pouvoir offrir des coups de foudre puis des coups de cœur à des gens qui vont vivre avec pendant 20 ans, 50 ans. Donc, c'est... Oui. C'est sûr que la relation est importante, surtout quand tu es galeriste, parce que je pense qu'il y a une différence entre le galeriste et le marchand d'art. Absolument. Parce que le marchand d'art, lui, n'a pas vraiment ou peu de relation avec l'artiste. Son objectif, c'est la vente d'œuvres d'art. C'est des œuvres qu'il prend en consignation, soit qu'il fait l'acquisition, soit qu'il est en consignation. Mais son rôle, c'est pas de faire du développement de carrière, c'est pas de construire une relation avec l'artiste, de faire évoluer l'artiste dans sa carrière. Tandis qu'un galeriste, c'est une relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus intime avec l'artiste. Et elle nécessite justement beaucoup d'échanges. Non seulement on présente le travail, mais il faut le connaître, on le voit évoluer, on parle avec l'artiste, on essaie de voir quel est le cheminement pour que la carrière puisse se poursuivre, évoluer, rejoindre, atteindre de nouveaux sommets. Alors, c'est vraiment une relation beaucoup plus étroite. Et nous, je pense qu'ici, la GAC, justement, c'est des galeristes. On a fait le choix, en tant qu'association, de ne pas inclure les marchands d'art, mais vraiment ces gens qui ont une relation intime avec les artistes, qui sont là, qui ont intérêt au développement de la carrière, à construire, à développer. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parlait, le mot galeriste est assez récent dans le vocabulaire de l'art. Oui, puis même qu'il ne paraît pas, je pense que sur l'Internet, nous on l'utilise beaucoup dans notre vocabulaire, mais quand j'ai commencé, on ne parlait pas de ça. Parce que je me rappelle, la première fois que j'ai utilisé, les gens étaient surpris. Je disais, on est des galéristes, on n'est pas des galériens, là. Mais ils disaient, comment ça s'écrit? Est-ce qu'on dit galériste? On dit galeriste? Il y a encore, il y a encore on n'a pas galeriste, mais avant, c'était marchand. Donc, le galeriste est celui qui, justement, comme tu dis, qui travaille avec l'artiste à son développement et à la promotion de son œuvre. Exact. En allemand, c'est Kunsthandler. Alors, c'est marchand d'art. Il n'existe pas le mot galeriste. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que quelqu'un aurait des questions à nous poser, en fait, pendant qu'on est là? On jase, là. Oui? Ah, juste une petite seconde. Oui, elle va venir vous voir. Oui, j'espère que vous n'avez pas déjà parlé de ça. Je me pose la question, comment une galerie de taille moyenne peut être compétitionnée contre les méga-galeries qui brassent dans les millions? Ben, c'est un peu ce dont parlait Réal un peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'une galerie moyenne, comment une galerie moyenne compétitionne avec une grande galerie? Ben, c'est que il y a aussi des collectionneurs moyens. Je veux dire, chaque galerie rejoint une certaine clientèle. Alors, tu as des galeries qui se spécialisent avec des artistes émergents et qui rejoignent justement des collectionneurs émergents. Tu as les galeries moyennes qui rejoignent une clientèle qui a un budget moyen. C'est sûr que les grosses galeries, on ne compétitionne pas nécessairement. Ils ont aussi la clientèle adaptée à leurs produits ou à leur niveau. Alors, je pense que chaque galerie peut trouver son marché et ce n'est pas nécessairement toujours en compétition un vers l'autre. Jean-Claude, Il est-ce y a que tu veux ajouter aussi, quelque chose? chaque galerie a son écurie. Donc, c'est compétition entre marchands ou galeristes. Mais habituellement, je sais qu'Ottawa, je suis toujours sur un petit village quand je parle à mes amis européens parce qu'ils pensent que c'est Toronto, la capitale du Canada.
Donc, puis nous, on s'est entendu à Ottawa, c'est une entente tacite, que si un artiste est dans une galerie, il n'est pas dans une autre. Et l'artiste a le choix de changer de galerie s'il le veut. Comme moi, j'ai perdu les artistes qui sont allés ailleurs et de cette même galerie, j'en ai pris d'autres qui viennent chez moi. Moi, j'ai la chance d'avoir un créneau assez particulier et je suis presque reconnu au Canada comme étant la seule galerie qui fait la gravure. Parce que, regardez, à Montréal, il n'y en a plus de galeries qui font exclusivement gravure. Il y avait la Guilde graphique qui est fermée. Donc, souvent, comme à Toronto, il y a Open Studio. Ce sont des studios d'artistes qui ont une petite galerie à côté. Mais en tant que galeriste, fait la promotion, les foires internationales avec un bassin de collectionneurs, je suis à peu près le seul. Et ça m'avantage dans le sens que j'ai des clients partout au Canada et qu'ils en profitent. J'ai beaucoup de hauts fonctionnaires qui viennent à des réunions à Ottawa et qui m'appellent avant en me disant « Écoute, j'ai un meeting, on ne sait pas à quelle heure ça va terminer. » Donc, je reste ouvert en disant « Écoutez, appelez-moi, prenez un rendez-vous ou bien sonnez à la porte. » Parce que j'ai l'avantage d'habiter la galerie aussi, à cause de la maison historique. Donc, ça fait que c'est une immense maison. J'habite en arrière. Donc, je suis là. On sonne à la porte. Je le sais qu'ils vont venir. Donc, on a tout le temps. Et j'ai des clients de Vancouver, Halifax, qui font ça, qui reviennent. À chaque fois qu'ils viennent à Ottawa, ils me téléphonent et ils viennent voir ce que j'ai. Donc, je ne suis pas tellement en compétition contre personne. Ça m'avantage. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que ça répond bien à votre question? Il y a madame, au fond, Lina Kim, qui avait une question. Merci. Alors, ma question s'adresse à monsieur de la galerie Armure. La première fois que je suis allée là, moi, j'étais étonnée de trouver une galerie sur la Plaza Saint-Hubert. Pour moi, c'était vraiment antinomique. Et je voulais savoir si cette situation géographique se reflète, bon, au niveau pas vraiment des œuvres d'art, que du public visiteur. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, des activités ou des visites scolaires, quelque chose qui fait que vous rayonnez dans ce quartier qui est très modeste? C'est possible qu'il y ait des acheteurs éventuels, pourquoi pas, mais est-ce que vous œuvrez à ce niveau-là ou si ça fait partie d'un plan quinquennal à venir? Écoutez, quand on a décidé de s'installer là, j'avais été à Toronto et une galerie que j'aime beaucoup qui s'appelle Olga Corper, qui est située là, vraiment à des kilomètres du centre-ville, et dans un quartier industriel où elle était toute seule. Mais ça valait vraiment le détour. Je suis rentré là, il y avait quelques galeries dans le complexe qu'elle avait transformé. Et j'ai compris que si on construisait un lieu dynamique, avec une bonne programmation, que les gens se déplaceraient. Montréal n'est pas si grand que ça. J'aime bien dire que la galerie se trouve au centre de l'île. Alors, c'est peut-être pas le centre-ville, mais c'est le centre de l'île. C'est facilement d'accès. Nous avons des clients un peu partout sur l'île de Montréal. Les gens se déplacent. On a un gros avantage. On a le métro qui est à 2 minutes de marche de la galerie. Ce qu'on aimait aussi beaucoup de ce lieu qu'on a trouvé, c'est qu'on avait pignon sur rue, on avait vitrine sur rue. Ici au centre-ville, tout le monde connaît le Belgo, mais si tu n'es pas familier avec le milieu des arts visuels, tu passes en avant de cet immeuble-là, mais tu ne penseras pas de dire, quand tu passes devant un immeuble, tu ne te demandes pas ce qui est au 4e étage. Ce qui te frappe, c'est ce qui est au rez-de-chaussée. Alors, nous, ce qu'on aimait bien, c'était cette visibilité-là, cette relation-là avec le passant. Et je me souviens, j'ai vraiment des anecdotes superbes par rapport à avoir pignon sur rue. À un moment donné, un chauffeur d'autobus qui faisait la navette de la STM, là, il y a un arrêt d'autobus juste en face de la galerie. Et à un moment donné, il y avait une œuvre dans la fenêtre qui l'agaçait, puis il la voyait régulièrement quand il passait. Alors, à un moment donné, il a laissé les gens dans l'autobus, il a débarqué de l'autobus, traversé la rue, rentré pour demander rapidement c'était combien l'œuvre qui était dans la vitrine, pour retourner dans son autobus et continuer sa navette. Ça, c'en était une des anecdotes. Un autre, c'est à un moment donné, une petite fille de 8-9 ans qui passait devant la vitrine, puis le père regardait. Puis là, on lui a dit, on s'est aperçu qu'elle regardait par à travers la vitrine, on lui a dit, tu peux rentrer, mais tu ne touches à rien.
Fait qu'elle est rentrée, elle a fait le tour, elle est ressortie. 2 jours après, elle revient avec un calepin. Puis elle dit « Ah, j'aimerais écrire un article pour le journal de mon école. » Je le compte, puis ça me touche beaucoup parce que je trouve ça, de rejoindre les gens dans leur quotidien, je trouve que c'est important. Puis cette présence-là, de pouvoir faire ça, puis de présenter l'art dans un quartier de vie, je pense que tu éduques beaucoup les gens. Énormément. Puis on le voit ici aussi, tu sais, c'est quelque chose que dans la foire, qu'on voit beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de jeunes enfants, il y a beaucoup de gens qui découvrent pour la première fois. Tu sais, hier, moi, je me souviens d'avoir vu un petit garçon qui devait avoir 5-6 ans, qui se promenait avec un iPhone, puis qui prenait des photos de tout, puis il allait voir sa mère. Tu sais, on sait que c'est des expériences qui sont très, très formatrices, puis qui peuvent changer Qui peuvent changer Ouais. une vie, parce que cette petite fille-là, je ne sais pas, peut-être elle va devenir critique d'art dans son futur ou artiste. Mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir toucher quelqu'un dans son quotidien. Puis je pense que d'être dans un quartier, c'est vraiment intéressant. Et pour ce qui est des classes, oui, occasionnellement, les professeurs nous contactent et demandent d'organiser une visite, de venir faire le tour. Oui, les écoles alentours viennent faire un tour à la galerie. Est-ce que tu as pu lire l'article dans le journal de son école? Non, non. Par contre, elle est revenue une autre fois pour donner un dessin. Ah, c'est cute. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, monsieur, ici. La prolifération d'art sur l'Internet, est-ce que ça vous a affecté? Est-ce que vous sentez que le fait qu'on voit de plus en plus d'art, c'est de plus en plus facile d'acheter l'art sur Internet? Est-ce que ça affecte votre business? L'Internet, ça a deux côtés. Hein. On gagne des clients, puis on en perd aussi. Donc, les clients très informés, quand on parle d'estampes, de grands noms, vont aller vérifier sur Internet, demander les prix de telle galerie. Par contre, j'ai fait l'expérience moi-même. Je cherchais une œuvre en particulier, c'est une galerie de New York. Je l'ai achetée par Internet, puis elle est abîmée. Donc, je dis aux gens, écoutez, rien de mieux que de voir, si vous payez plus que 5 000 $ pour une œuvre, c'est peut-être bon de la voir. Par contre, les gens qui ont déjà fait affaire avec la galerie, qui ont été de passage à Ottawa, qui sont entrés dans la galerie, ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu qui on était, à ce moment-là, ils ont confiance, ils peuvent acheter par Internet sans avoir besoin de voir l'œuvre. Comme je disais tantôt, moi, je fais 20 % de mon chiffre d'affaires par Internet. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. On se fait beaucoup approcher par des gens qui viennent de Dubaï pour vous dire, écoutez, on a vu sur votre site Internet, on va avoir ça monte à 80 000 $. Et puis, comment on vous paye? Et puis, je pense qu'il y a eu des trucs comme ça. En tout cas, je dis, moi, écoutez, transférez de l'argent dans mon compte de banque. Et puis, ils disent oui. Et puis là, ils nous disent, bon, plutôt de transférer, on va vous faire un chèque sur notre banque de New York. Et puis là, la facture monte à 80 000. Et puis là, on m'appelle après pour me dire, écoutez, on a fait une erreur, on a fait un chèque de 120 000, donc vous nous retournerez le 40 000 qui reste. Ça, c'est du blanchiment d'argent. Hein. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. Hein. Donc, j'ai reçu le chèque. Je suis allé voir mon gérant de banque avec ça. C'était un chèque photocopié. Et puis, le compte n'existait pas. Donc, vous voyez, c'est des choses. J'en ai eu 2 autres après, mais là, on laisse faire. Là. Mais j'ai connu d'autres galeries qui ont eu cette même histoire-là. Parce que ça vient de Dubaï, on sait qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, mais les galeries sérieuses ne font pas prendre là-dedans. Les artistes, oui. Parce que j'ai eu quelques artistes qui ont embarqué dans le jeu puis ont perdu. Ils ont envoyé les œuvres, ils n'ont jamais eu d'argent. Pour ce qui est, pour répondre aussi à ta question, il y a vraiment plusieurs marchés, dans le sens qu'il y a le collectionneur ou l'acheteur qui cherche une œuvre pour décorer. Et ça, pour lui, ça a peu d'importance, la carrière de l'artiste ou sa valeur marchande, ou ils vont plutôt choisir une œuvre en fonction des couleurs, de la dimension, du médium. Et ces clients-là, oui, maintenant, avec tout ce qui est disponible sur l'Internet, c'est des clients qui risquent peut-être moins de se retrouver en galerie. Par contre,
celui qui est vraiment intéressé par l'idée de construire une collection, de s'intéresser à des artistes qui ont une démarche, qui ont une... c'est la galerie demeure incontournable dans le sens que les bons artistes, entre les artistes qui ont des carrières, sont souvent jumelés avec une galerie. Ça fait partie de se construire une carrière, de passer par une galerie, ça fait partie de l'évolution. L'artiste qui est dans son studio, qui vend directement sur l'Internet, ça ne lui donne pas d'exposition, ça ne lui donne pas d'exposure. Il y a peu de chances qu'une institution, qu'un musée acquiert ce travail-là, parce qu'il n'est jamais présenté en tant que corpus, il n'y a pas de critique, il n'y aura pas d'article sur ce travail-là, il n'y aura pas d'écrit. Alors, il y a vraiment deux types de collectionneurs. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui achètent des toiles pour décorer, comme les toiles qu'on peut trouver dans les magasins de meubles qui sont faites en Chine. À peine, il y a peut-être une signature, mais essaie pas de voir c'est qui cet artiste-là. C'est souvent des studios, des ateliers où il y a des gens qui peignent et ces toiles-là, c'est vendu 200, 300 $. Mais tu sais, de la même façon que je pense que la galerie est aussi une instance de validation dans un milieu où prolifèrent justement les images, les œuvres, on en voit partout. On a juste à ouvrir Instagram puis on voit 1 million de choses. Comment on réussit à différencier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est justement imprimé sur un truc en Chine puis qui vaut rien, puis comment on fait comment on s'y retrouve dans tout ça. Puis je pense que la galerie puis les galeristes, tantôt on parlait d'expertise, puis c'est ça aussi, c'est cette instance de validation et c'est une expertise dans laquelle on peut faire confiance. Fait que les galeries qui sont ici, par exemple, à la foire, c'est des galeries qui sont membres de l'association, c'est des galeries auxquelles on peut se fier, qui sont reconnues par leur pairs, de la même façon que l'artiste va être validé par... que le musée va agir comme instance de validation, comme ça. Cette muséification-là, c'est comme le top, mais... le rapport aux écrits, aux critiques et tout ça, cette validation-là par les pairs, par les autres artistes et tout, sont tous différentes façons de consolider un peu ce qu'on voit, ce qu'on sait, de se sentir en sécurité avec ces choix-là. Puis en même temps, on parle beaucoup d'Internet, puis cette prolifération-là des images que vous emmeniez un peu plus tôt. Puis je pense que c'est intéressant, on peut s'en servir. Tu sais, je sais que de notre expérience, justement, le rapport à Instagram, à l'image, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On va rejoindre les collectionneurs de partout dans le monde en 2 secondes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant de façon aussi tangible. Fait que c'est sûr que ça change la donne. Est-ce que ça remet en question le rôle de la galerie en tant que telle? Je pense pas. Parce que, comme Jean-Claude le mentionnait, ce rapport-là physique aux œuvres, cette expérience-là, quand tu parles de corpus, de présenter des œuvres dans un ensemble qui est cohérent, qui est réfléchi, un artiste ne va pas faire juste une œuvre, un objet, c'est pas juste ça. Il y a quelque chose, il y a toute une réflexion autour de ça. Puis c'est là où la galerie est pertinente et est intéressante à visiter physiquement aussi. Mais on peut clairement pas sous-estimer l'impact que c'est... Oui, puis la galerie aussi, les certificats d'authentification que je donne à mes collectionneurs. Et souvent, je leur donne, je fais par l'ordinateur une photo de l'œuvre, la description de l'œuvre, s'il y a un historique à y mettre dessus, j'authentifie. Et puis, les gens, la plupart de mes collectionneurs gardent ça dans un cahier à nous, autant pour la postérité. Parce que souvent, ça va éviter qu'une œuvre se retrouve à la poubelle au coin de la rue ou dans une vente de garage. C'est drôle, hier, dans mon stand, j'ai une œuvre de Sonia Delaunay, puis il y a une dame qui est passée, on s'est mis à parler de Sonia Delaunay, puis j'avais visité une grande exposition au Musée d'art moderne de la Ville de Paris il y a 3 ans, et Sonia Delaunay faisait des tissus pour la mode, et elle faisait aussi des vêtements. Puis cette dame-là me disait, j'ai trouvé dans une vente de garage une robe de Sonia Delaunay pour 10 $. Bien, il y a des bons deals quelque part. Pour ça, ce qui arrive, c'est que cette personne-là, c'est peut-être sa grand-mère ou qui a acheté ça, qui l'a porté, puis l'a mis dans une garde-robe, puis la vieille est décédée. Puis on dit, bon, c'est une vieille robe, on met ça à vente de garage. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions pour nous avant qu'on retourne à nos kiosques où vous vendent plein d'œuvres?
Oui, allez-y. Question. Pourquoi vous avez choisi l'Allemagne pour vous installer? C'est suite à un projet. On a fait un projet il y a 2 ans à Venise, dans le cadre de la Biennale de Venise. Et on s'est assis avec justement des galeristes allemands. On a échangé. Au départ, on avait parlé de faire une exposition d'artistes allemands ici, plus des artistes canadiens là-bas. Et le projet a évolué avec le temps. Un des galeristes nous a laissé savoir qu'il y avait un espace disponible dans un centre qui est le Spinnerai. Et puis, ils nous l'ont offert. Puis, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. On était aussi une des choses qu'on s'était dit, parmi tous les pays européens, c'est l'Allemagne qui a la meilleure économie, donc l'économie la plus forte. Alors, on s'est dit, bon, je pense que c'est un bon choix. Si on est pour être basé en Europe, je pense que l'Allemagne est un bon choix. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci Réal. Plaisir. Merci à vous. Donc, bonne journée, bonne fin de foire. Merci. Merci. Au revoir.